Un troisième véhicule pour l'association Caritas dans le Pays de Bitche. L'an dernier, les 7 chauffeurs bénévoles ont facilité 302 déplacements de 45 bénéficiaires. L'association caritative entend se développer à travers des ateliers et grâce à l'achat d'une maison au Meyerhof. Un lifting pour ses 35 ans, le Super U de Rohrbach a inauguré la fin des travaux. Rénovation, agrandissement, embellissement, les changements sont visibles à l'intérieur et à l'extérieur du magasin. L'heure était au budget pour le conseil municipal de Bitche. Bilan de l'exercice 2024, débat d'orientation budgétaire pour 2025. Les finances de la ville sont tendues. Le nouveau projet pour l'écolotissement a aussi animé les discussions. Un aménagement qui prévoit des maisons seniors, un point service et plusieurs maisons individuelles. La municipalité de Großbiederstroff œuvre pour créer un bassin d'eau vive pour la pratique et les compétitions de canoë-kayak. Cela fait partie des projets qui ont été présentés au sous-préfet lors de sa visite de la commune. Un seul vélo pour 2 sportifs, c'est le concept du Run and Bike. Une épreuve de 12 km était organisée dimanche en forêt du Bourolz par le Sarreguemines Triathlon Club. En binôme, les athlètes alternaient course à pied et à vélo. Metz, capitale de la gastronomie, en amont de la cérémonie du guide Michelin qui se déroule aujourd'hui, un village gourmand s'est installé tout le week-end place de la République, réunissant producteurs, restaurateurs et viticulteurs pour le plus grand plaisir du grand public qui a pu en profiter pour déguster de nombreuses spécialités. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. L'invité du jour est un invité surprise. Il a créé TV Cristal en 1997, puis Mosaïque en 2005, avant d'être un artisan de la fusion Mosaïque Cristal en 2018. Francis Hoffman vient de découvrir qu'il est l'invité du jour. À la veille de son départ à la retraite, on reviendra sur son parcours et sur quelques anecdotes qui ont marqué ses décennies à la télévision. On commence cette émission avec l'actu du secteur. Caritas Moselle avait identifié un manque d'associations caritatives dans le Pays de Bitche. C'est pourquoi l'association avait décidé de s'y implanter en 2023. Elle a récemment acquis un 3e véhicule pour effectuer le transport de personnes en situation de fragilité. Reportage d'Emilia Zell. 302, c'est le nombre de déplacements effectués par 7 chauffeurs bénévoles dans le Bitcherland en 2024. Caritas Moselle comptait 45 bénéficiaires l'année dernière. Après 2 ans de présence dans le Pays de Bitche, il est temps de dresser un bilan. C'est positif parce qu'on trouve, pour pouvoir fonctionner, nous fonctionnons qu'avec des bénévoles. Donc pour pouvoir fonctionner, il faut aussi que des gens se sentent impliqués dans la vie du Pays de Bitche. Et c'est le cas puisque, je vous dis, on a maintenant 9 bénévoles sans faire trop de publicité. Et on espère avec nos nouvelles activités en avoir d'autres qui pourront nous accompagner, que ce soit pour l'activité vestiaire, l'activité atelier créatif ou ludique. Voilà. Caritas Moselle souhaite développer davantage ses activités, notamment avec différents ateliers et grâce à l'achat d'une maison à Meyerhof qui nécessitera environ 300 000 € de travaux. Donc nous avons démarré plusieurs activités sur le Pays de Bitche, mais nous n'avons actuellement pas de locaux. Et donc l'idée, c'est que cette maison devienne un peu le centre du pôle solidarité du Pays de Bitche pour Caritas et pour que nous puissions y développer de nouvelles activités. Avec l'acquisition d'un 3e véhicule, une Peugeot Expert Combi 9 places, l'association compte bien développer le transport d'utilité sociale. Oui, puisque du coup, l'activité augmentant, les sollicitations donc, des travailleurs sociaux sont de plus en plus importantes. Et donc, nous avons fait l'acquisition d'un véhicule 9 places grâce à 4 partenaires qui sont la Mutualité sociale agricole, la région, le département et la communauté de communes du Pays de Bitche. Et donc nous avons pu acquérir ce véhicule pour justement faire des déplacements en plus grande quantité et notamment pour des groupes. Après plusieurs mois de travaux, le magasin Super U de Rohrbach accueille ses clients dans un espace modernisé. Des rénovations, des agrandissements et autres travaux ont été réalisés à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur. Emilia Zell a assisté à l'inauguration de la fin des travaux. Pour ses 35 ans, le Super U de Rohrbach a eu droit à plus de modernité. La fin de 9 mois de travaux a été célébrée jeudi soir. De nombreuses personnes étaient présentes à l'inauguration, comme des élus locaux, des employés et des gérants propriétaires des magasins U du Bas-Rhin, secteur auquel appartient le magasin Mosellan. Après une rapide visite des rayons, l'heure était au discours. Notre objectif était clair. Offrir un magasin plus chaleureux, plus spacieux et plus accueillant. Réduire notre empreinte énergétique en intégrant les dernières technologies. Élargir notre offre pour répondre encore mieux aux attentes de nos clients. Les changements ont été faits à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Une nouvelle décoration, des gondoles modernisées et un agencement repensé pour une meilleure expérience client. Un accueil,
une zone service et une boulangerie entièrement refaits. Une boutique fleurs déplacée et agrandie, un espace restauration totalement repensé. À l'extérieur, des ombrières photovoltaïques ont été installées sur le parking, offrant plus de confort aux clients, tout en nous permettant de produire et consommer notre propre énergie. Enfin, le Drive va lui aussi bénéficier d'une refonte complète, avec la construction d'un bâtiment accolé au magasin et l'ajout de 4 pistes accessibles en voiture. Le magasin était resté ouvert aux clients durant les nombreux mois de chantier. Les magasins U ont un modèle de fonctionnement bien différent de leurs concurrents. Système U fait partie des rares enseignes avec Leclerc à fonctionner sous forme de coopérative. Les gérants des différents magasins sont également propriétaires des murs et du fonds de commerce. Pour en savoir plus sur ce fonctionnement, Émilie Azél a rencontré le président directeur général de Système U Est. Nous sommes une coopérative d'indépendants c'est à l'origine des commerçants indépendants qui ont uni leurs forces au sein de coopératives pour acheter en commun, avoir un tronc d'assortiment commun, faire un marketing commun, un public promo, des promotions communes, et donc finalement peser sur le marché. Ça, c'est l'origine du groupement. Aujourd'hui, nous sommes restés fidèles à cet ADN. C'est un homme, une voix dans notre réseau. Le plus petit U-Express a la même voix au conseil d'administration, en tous les cas lors de nos AG, pas au conseil, que le plus gros des hyper-U. On a l'envers du décor quand on est indépendant et que nos coopératives nous appartiennent aussi au prorata de nos chiffres respectifs, eh bien c'est qu'il faut des patrons de magasins pour administrer les coopératives. Et alors pourquoi cette méthode de fonctionnement elle a été choisie au départ ? Eh bien c'était justement puisqu'au départ c'était des commerçants indépendants, des petits épiciers qui voulaient garder absolument leur indépendance, qui ont monté ces coopératives sans perdre du tout de leur indépendance. Et c'est ce qui fait la force de notre réseau aujourd'hui, puisque quand vous avez un patron indépendant dont c'est le patrimoine qu'il met en jeu quand il vend sa maison pour acheter un magasin, qu'il s'inscrit dans un territoire local, eh bien, il fait très attention à la réussite économique de son entreprise. Il fait plus attention à ses salariés et encore à ses clients, puisqu'il s'inscrit sur la durée dans un territoire. Il n'est pas là directeur nommé de passage qui va partir. Non, c'est son entreprise, son magasin, ses murs, son immobilier. Et il bénéficie de la synergie de l'enseigne et de l'association, de ce regroupement de forces entre différents associés qui lui permettent et qui nous permet d'exister sur la scène terrible qu'est la grande distribution avec sa concurrence féroce. Gros frein à l'exportation suite à l'annonce du président des États-Unis, Donald Trump, concernant son intention d'appliquer des droits de douane à l'industrie automobile. Ineos Automotive a réagi. L'entreprise, implantée sur le site de l'Europol 2 à Ambar, y construit son 4x4 Grenadier. Lynn Calder, la CEO, s'est exprimée via un communiqué de presse. En voici un extrait. C'est ce qui arrive lorsque les politiciens restent les bras croisés. En tant que marque automobile européenne en pleine croissance, nous sommes vulnérables aux droits de douane et nous avons besoin que nos politiciens soutiennent nos entreprises, nos emplois et nos économies. Nous apporterons tout le soutien possible à nos dirigeants politiques afin de préserver l'égalité des chances pour les petites marques compétitives comme Grenadier. Mais il faut que les responsables politiques de l'Union européenne agissent. Eux seuls sont en mesure de régler ce problème. Projet de bassin d'eau vive, réalisation de la zone de loisirs, de nombreux points d'intérêt étaient au cœur de la visite du sous-préfet à Groß-Biederstroff. L'occasion pour la commune de lui expliquer sa situation particulière de ville frontalière et de lui rappeler l'importance que l'État apporte son soutien aux projets communaux. Reportage de Camille Henriot. Nous sommes ici pour vous présenter où va être le futur bassin d'eau vive à Groß-Bi. C'est un très beau projet et un projet qui date déjà depuis 2008. Ce projet n'est pas tombé aux oubliettes. Pour rappel, il s'agit de construire un barrage en amont du pont de l'Amitié entre Groß-Biederstroff et Klamm-Bietesdorf. L'idée est de développer l'activité du canoë-kayak, notamment en favorisant les entraînements et puis en accueillant des compétitions départementales, régionales, voire même nationales. C'était l'un des projets présentés au sous-préfet lors de sa visite à Groß-Biederstroff. C'est un beau projet, mais un projet aussi très important au niveau financier. Et la commune elle-même, toute seule, ne peut pas porter ce projet. Donc nous avons fait appel au président de la communauté d'agglomération en lui expliquant
le cadre, que ça pourrait être un intérêt communautaire, ça pourrait être touristique pour toute la communauté d'agglomération. La commune a également mis en avant sa situation très particulière de ville frontalière. De nombreux projets ont bénéficié de fonds européens, notamment la zone de loisirs. Joël Niederländer, conseiller municipal, l'a souligné lors d'un échange avec le sous-préfet. Vous avez visité la zone de loisirs, on a eu 50% de subventions du FEDER, 50%. La commune s'inquiète de la baisse des dotations de l'État. Elle souhaiterait que l'État continue à s'investir dans les projets communaux. Le sous-préfet se veut rassurant sur ce point. Donc on continuera à le faire, sauf qu'il faut garder en tête qu'on n'a pas nécessairement les mêmes moyens et les mêmes montants qu'auparavant, puisqu'on a une dette de 3 000 milliards collectivement. Car le représentant de l'État croit au dynamisme de la commune. Il fait vraiment bon vivre à Groesbeek. Pour rappel, Groesbeek-Dostrophe a déjà bénéficié de subventions de l'État, notamment pour l'isolation thermique de son espace culturel Victor Hugo. Côté politique locale, focus sur le conseil municipal de Bitche, Thibaut Desmerlet y a assisté et va nous le synthétiser dans sa chronique. Thibaut, dis-nous tout, quel point on fait débat ? Alors, deux grands sujets ont animé les discussions lors du dernier conseil municipal de Bitche. Il y avait tout d'abord le budget. Le conseil a validé les bilans des comptes administratifs de l'exercice 2024. Toute l'opposition a voté contre la majorité des comptes de gestion et administratifs. Le principal, si on commence par lui, celui de la citadelle, du golf et du lotissement. Et il n'y a pas eu de vote contre celui de la VVF ou pour la forêt. Alors on est un peu à flux tendu dans les finances. Le budget principal ressort dans le rouge sur le compte de gestion du comptable avec plus de 51 000 € de déficit. Mais dans le compte administratif de la ville, les restes à réaliser sont ajoutés et là on ressort légèrement dans le vert à plus de 13 000 €. On est à 9 320 055,57 € de dépenses et 9 333 474,17 € de recettes. Pour le budget du golf, c'est un peu plus compliqué. Le déficit est toujours là. Dans les deux comptes, on ressort dans le rouge avec 367 353,37 €. La ville a dû transférer une partie de son budget principal pour que le golf puisse finir à l'équilibre. On parle là de plus de 300 000 €. Et concernant la citadelle, sur le compte administratif, avec les restes à réaliser, on est à 24 996,84 € de déficit. Francis Vogt a expliqué le pourquoi de ces votes contre les comptes annoncés. On en écoute une partie. On a quand même une augmentation considérable des charges personnelles. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit le budget général et quand vous avez le compte de gestion, moins 51 000 aujourd'hui en négatif. Et quand vous voyez la situation, c'est pas neutre. Et pourquoi aujourd'hui je ne le vote pas? Parce qu'à un moment donné, quand on dit les choses, et je le dis d'une manière très simple, on le dit, et en fin de compte, c'est circuler et en avoir. J'ai déjà abordé le sujet par rapport au personnel. Entre 2020 et aujourd'hui, on est à plus 780 000 €. Alors sur la question des charges de personnel, vous avez évoqué une augmentation depuis 2020. J'apporte, outre des éléments qui sont pas de notre ressort, hein, c'est toutes les augmentations de cotisations, celles qui viennent encore cette année de 13% et qui représenteront donc 30 000 € en 2025, rien qu'au titre de la CNRACL et qui concernent que les fonctionnaires, pas les contractuels. Et donc la collectivité a aussi un bon nombre d'agents contractuels, donc on peut presque s'en féliciter ou s'en réjouir tout au moins. On a créé un service en régie, c'est le service d'entretien, donc du ménage, puisqu'on a repris nous, en interne, ce qui était préalablement externalisé, donc c'est l'équivalent de 4 ETP en plus, enfin pour 3,5 en plus, et puis vous avez aussi deux postes qui sont juste à ma droite. On répond aussi à des demandes pour que le service public puisse être assuré au mieux, donc oui, en termes de charge de personnel, sur le poste sur le 012, tout s'explique, les augmentations peuvent s'expliquer. Ce ne sont pas des éléments qui sont inconsidérés. Mais je crois que cette augmentation de charges du personnel, elle arrive sur toutes les collectivités.
Et les 2 postes évoqués par le maire, il s'agit du directeur général des services et du directeur technique. Et le résultat, l'exercice 2024 étant terminé, je suppose qu'il y a eu le fameux DOB pour 2025. Oui, après les résultats de l'exercice 2024, c'était l'heure du débat d'orientation budgétaire, le fameux DOB pour 2025. Marc-Antoine Vassan, dirigeant du cabinet Orfeor 360, était présent pour montrer un panorama du contexte économique national et de la situation financière de la ville de Bitche. Alors pour 2025, dans les orientations que précise l'étude, les dépenses à caractère général sont prévues à la hausse. Les dépenses de personnel à la hausse en 2024 vont baisser de 40 000 € pour 2025. Et les autres charges courantes diminuent fortement, car notamment la ville ne versera pas de subventions d'équilibre pour le golf. Et justement, concernant le golf, un emprunt de 267 000 € est prévu pour financer les dépenses d'investissement. Il a eu en tout 6 abstentions pour le DOB. Tout autre point, l'écolotissement a aussi fait parler de lui. Oui, après le budget, un autre point a aussi suscité des réactions, c'est l'écolotissement. Avant le début du conseil, une présentation du projet de la société BOA a été montrée aux élus présents. Il faut rappeler que l'écolotissement n'a pas eu beaucoup de succès depuis sa création, que 2 habitations ont été construites depuis 2015. Depuis, les règles de construction ont été allégées, mais cela n'a pas pris. Du coup, BOA a proposé un projet à la ville pour ce lotissement. On va avoir un premier plan. Je ne sais pas si on peut remettre la photo du plan où on voit précisément les habitations. Voilà. Il s'agira de construire sur 82 arts plusieurs habitations individuelles qu'on voit en bas à gauche, un pôle service avec 4 locaux que vous voyez en haut à droite pour notamment de la santé et une dizaine de logements seniors en haut à droite avec une salle commune. Et sur le prochain plan, vous avez une vue 3D de l'espace. Alors les maisons individuelles sont des T4, les résidences seniors des T3 ou des T2 et les locaux du pôle service font environ 150 m² chacun. Alors ce projet a fait réagir l'opposition et je le rappelle, ce projet n'est pas figé, il peut encore être sujet à modification. On écoute Francis Vogt. Pourquoi aujourd'hui, si vous aviez cette idée et que je ne critique pas, pourquoi on n'a fait pas un appel à candidat? Parce que c'est lui qui est venu vers moi. Non mais attendez, c'est pas de raison. Si. Un appel à candidature. Ce qui veut dire, on aurait pu faire l'appel à candidature. On aurait pu faire plein de choses, M. Vogt. Aujourd'hui, il y a quelqu'un. Non, mais je coupe court. On aurait pu faire plein de choses. On aurait pu faire plein de choses. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vient. Soit vous en voulez de ce que propose et met sur la table, soit vous en voulez pas, et on attend encore 10 ans et rien ne se passe. Thibaut, d'autres points à évoquer ? Oui, on peut évoquer encore 2 autres points de l'ordre du jour. La ville a un projet d'agrandissement du cimetière municipal. Une désaffection d'une partie de la cour de l'école des Remparts sera la future extension du cimetière. L'emprise a été validée par le directeur académique, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Moselle et un avis favorable du préfet. Et en dehors des points à l'ordre du jour, dans les communications de fin de séance, la ville a reçu un courrier portant sur une demande de soutien du 16e BCP sur le projet de rénovation de la place d'Armes et du monument aux morts. Un point sera mis à l'ordre du jour lors d'un prochain conseil prévu le 10 avril. Merci Thibaut pour cette synthèse et on passe maintenant au sport et on commence avec une épreuve remportée tambour battant. Maxime Blo et Julien Miglic ont gagné hier le Bike and Run. C'est une épreuve combinée de vélo et de course à pied organisée par le Sarreguemines Triathlon Club en forêt du Bourholtz. Le duo a parcouru les 12 km de l'épreuve en 38 minutes et 39 secondes. Reportage d'Émilie Hazel et Guillaume Dumonteil. 63 binômes d'athlètes ont participé à l'épreuve XS de 12 km organisée dans le cadre de la manifestation Bike and Run. Un duathlon qui se dispute à 2, mais avec un seul vélo que les sportifs s'échangent quand ils le veulent. Il y en a un qui court et l'autre qui fait du VTT. Il peut y avoir un écart entre eux durant la course, mais à la fin, ils doivent franchir la ligne d'arrivée ensemble. Maxime Blo et Julien Miglic, licenciés tous les deux à l'ASSA, le club d'athlétisme sarregueminois, ont parfaitement compris les consignes et ils se sont d'ailleurs imposé en 38 minutes et 39 secondes. On est amis dans la vie, mais du coup on est aussi très beaux partenaires en sport. On l'a découvert, c'est la première fois qu'on fait une course ensemble. Voilà, après c'est super sympa, c'est nos endroits d'entraînement, donc c'est toujours agréable d'être dans son terrain de jeu. La forêt du Bourholtz, où était organisée l'épreuve, est en effet un lieu prisé des promeneurs et des sportifs. En s'échangeant leur vélo régulièrement, sans prendre de gros relais pour ne pas trop s'épuiser, Maxime Blo et Julien Miglic pensent avoir suivi la bonne stratégie.
Luce Michel et Gaba Manon ont utilisé la même méthode et avec le même résultat, puisque ces jeunes triathlètes messins ont gagné la course de 4 km réservée aux 10-13 ans. C'était un peu un objectif, c'était bien, il y avait des plus grands, on a essayé de les battre. Et ils ont réussi, ils ont remporté cette épreuve de 4 km en 18 minutes et 53 secondes. Une épreuve de 2 km réservée aux 6-9 ans était aussi organisée. Les courses enfants comptaient chacune 22 participants. Ce week-end, il y a eu de beaux résultats sportifs à Londres. Alison Dissieux est la nouvelle championne d'Europe semi-pro en kickboxing full contact dans la catégorie moins de 55 kg. La boxeuse du club sarregueminois KBF Sarboxing a décroché la ceinture au terme de 5 rounds. Elle affrontait l'anglaise Carla Eslegrave, double championne du monde ISCA. Côté foot, l'AES a réussi l'exploit. En déplacement en Alsace, l'entente Arenay-Tain Schmidwiller a battu l'équipe réserve du SR Colmar au terme d'un match fou durant lequel les Mosellans ont toujours eu un but d'avance. Score final 2-3 pour les visiteurs Bichona grâce à un doublé d'Adam Botsung et un but de Lilian Fersler et une superbe qualification pour le quart de finale de la Coupe du Grand Est dont Colmar était tenante du titre. Les tout jeunes gymnastes sarregueminois se sont aussi illustrés en compétition ce week-end dans la cité faïencière à l'occasion du championnat interdépartemental par équipe des niveaux performance et régionaux. Répartis en catégories d'âge, les sarregueminois ont raflé 4 premières places et 3 deuxièmes places. Bravo aux jeunes gymnastes. Après l'effort, le réconfort à l'occasion de la cérémonie du guide Michelin 2025 organisée cet après-midi à Metz. La place de la République s'est transformée en village gourmand le temps d'un week-end. Producteurs, restaurateurs, viticulteurs, ils étaient nombreux à proposer toutes sortes de spécialités mosellanes aux nombreux visiteurs. Aperçus gourmands en images avec Marie Vin. Bouchée à la reine, quiche, pâté lorrain ou encore cuisse de grenouille, tout le monde en a eu pour son assiette. Je découvre la ville et puis c'était l'occasion de venir profiter de cette fête de la gastronomie. C'est avec plaisir qu'on goûte toutes ces spécialités. On adore manger, donc ça nous permet vraiment de découvrir des nouvelles saveurs. On est végétarien, on va goûter bien sûr la quiche lorraine vegan. Donc voilà, ça on l'attend de pied ferme et après on va voir ce qu'il y a d'autre. Voilà, mais on est content. La place de la République s'est transformée en véritable laboratoire culinaire où une trentaine de stands ont dévoilé leur savoir-faire. On représente le territoire mosellan, donc non, je pense que c'était très important qu'on soit présent. C'est la première fois qu'on fait un événement comme ça, donc là on est très très content, satisfait, il y a le monde, donc c'est parfait, et le beau temps. C'est plus pour se faire connaître, pour mettre en avant Metz, notre restaurant, nos restaurants, et puis ce qu'on fait, ce qu'on aime faire. Magnifique, vraiment, regardez le monde qu'il y a, tout le monde a l'air heureux, il y a les sourires, les gens dégustent, et voilà ce rapprochement entre justement les gens de la terre jusque dans l'assiette, tout le monde est là. Et les étoiles ont brillé dans les assiettes. Les 6 établissements étoilés de Moselle participent à l'événement, proposant des mets raffinés à des prix accessibles pour que chacun puisse s'offrir un instant d'exception. Dans ces stands étoilés, des jeunes de lycées professionnels participent à l'événement. C'est une fierté personnelle et de représenter un établissement comme celui-ci, c'est quelque chose de fou. Ça fait plaisir d'être sollicité pour représenter le restaurant. Les jeunes sont ravis justement de voir un événement aussi important. Pour eux, c'est un honneur. Un week-end pour ravir les papilles et mettre des étoiles dans les yeux des gourmets. C'est aussi un gourmet. Dans un instant, on donne la parole à l'invité du jour, Francis Hoffman, fondateur de Mosaïque Cristal. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, on est reparti pour une semaine de beau temps. Le ciel sera bien dégagé et on pourra profiter d'un large soleil et jusqu'en soirée grâce à l'heure que nous avons gagnée ce week-end. Côté température, les minimales iront de 3 à 6 degrés et les maximales de 10 à 12 degrés. Demain nous fêtons les Hugues et il fera jour de 7h08 à 20h02. Passez tous encore une très belle journée et à demain.
Préparez-vous pour une nouvelle aventure de Hopla. Cette semaine, on reste sur Sarreguemines, découvrir le conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique. De nombreuses disciplines y sont enseignées et nous allons en explorer quelques-unes. Depuis de nombreuses années, cet établissement, fort de ses 27 professeurs, accueille près de 600 élèves de Sarreguemines et de ses environs et offre un cadre exceptionnel pour l'apprentissage et l'expression artistique. Je vous invite donc à plonger avec moi dans l'univers de ce lieu unique. Nous partirons également à la rencontre d'autres passionnés qui chaque jour donnent vie à notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal. Une sacrée page se tourne dans l'histoire de la télévision locale et Francis, tu t'en doutes, on a fouillé dans les archives pour ressortir des pépites. Et je te propose de commencer en regardant la plus ancienne séquence qu'on a retrouvée. TV Cristal, c'est le nom de la télévision locale nouvelle formule qui diffusera bientôt sur tout le pays de Bitche. TV Cristal campe actuellement rue des Tilleuls à Bitche, au pied de la citadelle. Les locaux ont été récemment achetés par le syndicat intercommunal du pays de Bitche. Après travaux, ces locaux devraient abriter le syndicat intercommunal, la régie de télédistribution et bien sûr TV Cristal. Très informatisé, TV Cristal est dirigé depuis le 1er octobre par Francis Hoffman, qui travaille en grand secret aux futures émissions. Non, pour l'instant, je ne souhaite absolument pas parler des émissions qui auront lieu, puisque les premières diffusions auront lieu donc fin décembre, juste pour Noël. Donc on peut considérer que ce sera un cadeau de Noël. Comme tous les cadeaux, on n'en parle pas avant. En attendant les premières images de la nouvelle télévision locale, nous avons pu dérober les premières secondes du générique d'antenne. Et il s'en est passé du temps depuis. Alors qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta carrière? 28 ans de télévision quand même, hein? 28 ans de télé, ouais, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ce qui m'a surtout marqué, bon, évidemment, il y a l'évolution qui est technique, hein, surtout, parce qu'on a tout vécu, hein, le 4/3, le 16/9, l'arrivée du numérique. Et puis, je crois que c'est surtout une formidable aventure humaine que j'ai vécue. D'abord parce que c'est une télé implantée sur un territoire avec... On a une très, très grande proximité avec la population. Et je crois que c'est ça ce qui m'a le plus marqué. Après, il y a, bien sûr, en interne, je crois, on l'avait dit à l'AG, on a à peu près quand même réalisé une 40aine de contrats de travail. Donc ça veut dire qu'on a embauché beaucoup de monde. Et je crois que si quelque chose me rend le plus fier, c'est justement cette équipe qu'on a créée au fil du temps. Et ce sont des gens formidables, hein, qui m'ont accompagné. Et souvent, alors je dirais aussi, je me souviens encore de Catherine, quand elle est venue la première fois, elle était là dans son gros gilet en laine, et elle était toute timide, elle me regardait comme ça. Et en fait, j'ai déjà vu que Catherine avait quelque chose dans le ventre et qu'elle avait vraiment envie de participer à cette aventure. Et c'est comme ça que l'ensemble des recrutements ont eu lieu. Donc c'était pas je ne prends jamais beaucoup de temps pour regarder un CV, mais j'écoute, je pose des questions, parfois un peu pertinentes quand même, un peu particulières, et c'est comme ça que j'essaie de découvrir ce qu'ont les gens ce qu'ils ont envie de faire avec nous, quoi. Et c'est ça ce qui me rend aujourd'hui le plus fier. Et cette année, Mosaïque va fêter ses 20 ans. Question piège, mais je suis sûre, tu t'en souviens du portrait qui avait été réalisé à l'occasion des 10 ans de la chaîne? On va le regarder. Francis Hoffman est le senior, le pilier de l'équipe, le directeur de la chaîne. En 1997, il quitte son métier à la mine pour développer TV Cristal sur le secteur de Bitche. En 2005, il propose un projet de TV locale sur l'agglo de Sarreguemines. La formidable aventure Mosaïque débute. Une équipe soigneusement choisie, d'importants moyens techniques et une grille des programmes qui ne cessera d'évoluer au fil des années. Ancien footballeur, devenu un passionné d'équitation, il cultive sa polyvalence et celle de son équipe. Il gère, organise, réalise et présente des émissions. Son souci, ne jamais laisser s'installer la routine, ni dans le travail de ses coéquipiers, ni dans l'offre des programmes.
Francis cherche le consensus, a du mal à dire non, il aime la proximité, s'intéresse de près à la vie des gens et veut insuffler le positif. Et sachez que je me refuse de dire qu'il ne fait pas beau parce qu'il y a un petit nuage dans un grand ciel bleu. L'optimisme, c'est resté ton leitmotiv? Oui, parce que je vois bien autour de moi que globalement les gens ont tendance à être un peu négatifs, à ne pas... à être un peu défaitistes. Et moi, j'ai toujours combattu cette idée parce qu'on a trop tendance, alors quand je dis il ne faut pas dire qu'il ne fait pas beau parce qu'il y a un petit nuage dans un grand ciel bleu, c'est la réalité et on cherche toujours le petit problème qui devient très grand et qui nous empêche souvent d'être complètement heureux. Et c'est ce qu'on a essayé en fait de faire au sein de notre télévision locale, de chercher le positif, de ne pas aller fouiller ce qui ne va pas. Il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais quand on se concentre sur le positif, on montre un chemin à suivre et c'est quand même nettement plus enthousiasmant. Et malgré tout, il y a peut-être un petit regret de ta part, parce qu'il y a une chose que beaucoup de téléspectateurs ne savent pas forcément de toi, c'est que tu aurais sans doute rêvé de travailler pour Equidia TV. Les chevaux ont une grande place dans ta vie et on a pu en avoir un aperçu dans pas mal de reportages que tu as réalisés et on va voir notamment un exemple choc qui avait pas mal fait causer à l'époque. Avoir un jeune entier n'est pas facile. Outre les prouesses dont il est capable pour rejoindre une jument en chaleur, il est aussi difficile à gérer quand il est en compagnie d'autres hongres ou mâles. Quand c'est comme ça, inutile de tergiverser, il vaut mieux passer par la castration. Le cheval sera sans doute beaucoup plus calme, hein, et donc c'était le prix à payer. Ils sont pas mal, hein Et ton record d'audience, c'est d'ailleurs en filmant des chevaux que tu l'as réalisé. 3,7 millions de vues sur YouTube. Tu t'y attendais? Non, je ne pensais pas du tout. Tu parles de Sonia? Eh oui. Je me souviens de Sonia. Donc nous, on était au club d'équitation à la Bombar avec ma fille et ma femme. Et Sonia allait avoir son nouveau cheval. Et le jour-là, j'étais là avec la caméra. Je fais un petit sujet très rapide avec elle. Et il a super bien fonctionné. Ouais, vraiment des records d'audience pas possibles. Alors au fil des années, tu as réalisé ou participé à la réalisation de nombreux reportages, de nombreuses émissions. C'est quoi ton coup de cœur ou ton émission fétiche? Je ne vais pas dire le Café Grenzel parce que peut-être, c'est vrai, j'ai un coup de cœur pour cette émission parce qu'on y parle notre langue régionale et ce sont quand même nos racines. Et je crois qu'il est important qu'on continue à cultiver cette langue. Donc j'aurais tendance à dire qu'elle fait partie, certes, de ces 3 émissions qu'on pourrait mettre sur le podium. J'adore Histoire d'Histoire aussi parce qu'on s'intéresse à l'histoire locale. Après, que dire d'autre? Je ne sais pas ce que je mettrais vraiment en tête. Je crois que ce sont les interviews que j'ai faites dans Derrière le miroir, parce que c'est une émission où j'ai amené les gens à se confier. On a découvert ces gens autrement, parce qu'on a tous une façade, et derrière cette façade, il y a souvent quelque chose d'extrêmement intéressant à connaître et à dévoiler, et je crois que ce sera donc cette émission Derrière le miroir que je mettrai en tête. La télévision, ça t'a aussi fait voyager. Alors quelques exemples parmi d'autres, tournage en Andalousie, à Berlin et à Antibes dont on a des images. Ce soir, rendez-vous à 19h45. La finale de la Coupe de France d'handi-basket. Guerre affronte le Puy-en-Velay. Ça se passe à Antibes. Mosaïque Cristal s'est déplacé jusque dans le sud de la France pour une captation handi-basket hors norme. Donc ce soir à 19h45, soyez tous à l'écran. Un super match vous attend. Mais partir sur la route, ce n'est pas toujours de tout repos. Est-ce que tu te souviens de la péripétie qui s'est passée en allant à Antibes? On a fait un plat, déjà j'étais avec Julien, on a fait un plat en descendant. Quelqu'un à un moment nous dépasse et nous montre la roue. La voiture roulait normalement, mais on était en train de faire un plat. Et puis finalement, quand on est revenu, on a refait un plat.
Alors, ce qui m'a surtout marqué, c'est que j'étais à un moment le seul couché en dessous du véhicule à bosser. Il y en avait 3-4 qui me regardaient, quoi. C'est ça, toujours prêt à donner un coup de main. Tu as aussi donné de ta personne devant la caméra, on l'a vu dans des présentations d'émissions, dans des interviews, mais aussi en mettant littéralement la main à la pâte. Et tu aimes bien cuisiner? J'adore cuisiner, oui. Ouais. Donc qu'est-ce que tu nous proposes comme recette? Ça s'appelle le riz tonkinois. Donc le riz tonkinois, c'est une recette donc qui est familiale. Oui, familiale. En fait, ma mère nous a déjà fait cuisiner cette recette il y a 40 ans. Et depuis, elle se transmet. Et en fait, les garçons, parce qu'on est à 4 enfants, une fille et trois frères. Enfin, j'ai 2 frères. Et les 3 frères, on pratique cette recette. Ma sœur aussi, mais on a une petite fierté du riz tonkinois. À faire du riz tonkinois. Et qui c'est qui le fait le mieux? Très simple. Évidemment, c'est moi, puisque je passe à la télé. Francis, ton programme en étant à la retraite, ça va être de te mettre au fourneau? Oui, je vais cuisiner, je vais faire le ménage, je vais m'occuper des choses. Voilà. Un programme chargé dont on ne saura pas forcément tout. Et ce n'est qu'une petite partie de l'équipe. Tout ça pour te dire qu'on te souhaite une très bonne retraite. Et sache qu'on l'a vu, en tout cas on est tous d'accord pour que tu reviennes te mettre au fourneau pour nous. Et très belle retraite à toi. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt. Merci.